cœur de l'hiver, le rouge-gorge, ami de l'homme, se penche sur le manche de la bêche du jardinier et chante. C'est la pire époque de l'année pour ce qui est des loups. Mais cet enfant têtu tient absolument à s'en aller à travers bois. Elle est parfaitement certaine que les bêtes fauves ne peuvent lui faire de mal, encore que, dûment chapitrée, elle emporte un couteau de boucher dans le panier que sa mère a empli de fromage. Il y a une bouteille d'une rude liqueur de mûr distillée, un paquet de gâteaux d'avoine cuits sur la pierre du foyer, 1 ou 2 pots de confiture. La fille aux cheveux de lin va porter ses présents délicieux à une grand-mère recluse si vieille que le fardeau des ans l'écrase et va la tuer. Dans cette nouvelle, intitulée La Compagnie des loups, la romancière anglaise Angela Carter revisite le conte de fées du Petit Chaperon Rouge en y apportant une touche féministe et gothique. Faisant partie de la culture populaire et écrits pour certains il y a plusieurs siècles, les contes de fées ont traversé le temps et l'espace et ont fait l'objet de nombreuses réécritures. Des réécritures que connaît bien Marie-Émilie Valls, chercheuse à la section d'anglais de l'UNIL et spécialiste des contes de fées, puisque dans sa thèse de doctorat, elle propose une lecture croisée du long poème La Reine des Fées d'Edmund Spenser et de différents textes d'Angela Carter, dont les mots ont ouvert cet entretien. Bonjour Marie-Émilie Valls. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'Angela Carter et d'Edmund Spenser aux gens qui, comme moi, n'en ont jamais entendu parler ? Alors, c'est un sujet large, mais pour parler d'Angela Carter, donc une autrice britannique née en 1940 et décédée en 1992, qui est surtout connue pour ses réécritures de contes de fées. Elle va prendre les contes de Charles Perrault en français, des frères Grimm en allemand, un petit peu de Hans Christian Andersen aussi, et puis des textes de littérature anglaise aussi très connus comme Alice au Pays des Merveilles, et elle les réécrit dans une perspective féministe surtout, mais aussi dans une ambiance un peu gothique. Donc par exemple le loup du Petit Chaperon Rouge est un loup-garou chez Angela Carter. Et son idée surtout c'est de montrer que ces textes qui ont été effectivement écrits il y a longtemps ont quand même encore des choses à nous apprendre aujourd'hui. Et en même temps, de justement les récupérer pour un autre contexte, parce que ça, c'est une des particularités des contes de fées, c'est qu'ils sont racontés, re-racontés, et écrits, réécrits, et à chaque fois, il y a des changements qu'on peut faire pour les faire correspondre à une époque, à un public plus précis. Et puis, Edmund Spenser, alors c'est un contemporain de William Shakespeare, qui est plus connu forcément. Spenser a écrit donc ce poème épique, La Reine des Fées, qui est un très long poème, un poème allégorique aussi. Alors, il y a des liens avec Shakespeare, mais Spenser a aussi sa propre façon d'écrire. Et justement, cette allégorie, pour lui, c'est ça qui est important, c'est l'allégorie qui lui permet de faire des commentaires sur sa société. L'allégorie qui propose donc un miroir, qui utilise le texte comme un miroir du monde contemporain de Spenser, qui lui permet de critiquer, qui lui permet d'y réfléchir, de poser des questions, spécifiquement en fait sur le règne d'Élisabeth Ier, qui était la reine à l'époque. Justement, ça s'appelle La Reine des Fées. Et la Reine des Fées du poème est en fait un miroir de la reine Élisabeth. Et donc là, on voit déjà le lien entre Carter et Spenser d'utiliser des textes des littératures de l'imaginaire, que ce soit les contes de fées ou l'allégorie, pour des commentaires sur leur société, des critiques, mais aussi de poser des questions et puis donner des fois des pistes pour trouver des solutions. Alors ce que vous dites là, ça rejoint un peu ma question suivante. Je me demandais déjà comment vous aviez découvert le travail de ces deux auteurs et puis surtout pourquoi est-ce que vous avez décidé de les faire dialoguer. Qu'est-ce qu'ils ont en commun finalement ? Alors, j'ai découvert le travail de ces deux auteurs dans mes cours de bachelor, ici à l'Université de Lausanne. Et en fait, ce qui m'a poussée à les faire dialoguer, c'était vraiment par chance. Je crois que c'était ma 3e année bachelor, ou peut-être le début de mon master, où j'ai suivi un cours sur le recueil de contes de fées, de réécriture de contes de fées d'Angela Carter, avec Martine Hénard-Duteuil de La Rochère. Et en parallèle, j'avais un cours sur La Reine des Fées
d'Edmund Spenser avec Marco Nivergelt en section d'anglais. Et en lisant les 2 textes en parallèle pour mes 2 cours, je me suis tout à coup dit, mais il y a des liens, il y a des choses qui se retrouvent, il y a des personnages qui se ressemblent, il y a des symboles qui sont utilisés, qui sont les mêmes, il y a même des histoires qui se ressemblent. Et j'ai demandé à Martine Hénard-Dutheil si c'était possible qu'Angela Carter ait lu Edmund Spenser. Et lu ce poème, La Reine des Fées. Et elle n'avait pas la réponse pour ça, mais elle m'a dit que Angela Carter avait étudié la littérature médiévale et de la Renaissance pendant ses études à elle, en bachelor aussi. Et elle réécrit beaucoup de Shakespeare, en fait, aussi. donc voilà. Et donc, j'ai en fait déjà commencé dans mon mémoire de master à faire dialoguer ces 2 textes, juste parce que moi, j'avais vu les liens. Et plus j'allais dans l'étude de ces 2 textes en comparé, plus je voyais qu'en fait, effectivement, il y avait des choses qu'on pouvait mettre en lien, il y avait des correspondances. Après, j'ai cherché pour ma thèse de doctorat quand même à savoir si Carter avait lu Spenser. J'ai pas vraiment de preuves très claires qu'elle l'a lu, mais dans ses journaux intimes qui sont à la British Library, elle mentionne le poème une fois, donc elle devait en tout cas en avoir connaissance. Voilà. Et donc ça fait sens de les mettre en parallèle et de voir ce que Carter reprend aussi de Spenser, comment elle le réécrit, et en retour, en fait, comment on peut relire Spenser différemment. Et surtout, en fait, identifier des éléments des contes de fées dans ce poème épique et allégorique après avoir lu Carter, en fait. Donc, Carter, elle vous permet de porter un regard sur Spenser et inversement. Exactement, oui. Et alors, c'est quoi ces motifs un peu récurrents? Enfin, j'imagine qu'il y a une forme de porosité entre les 2 textes. Oui, alors il y a... ça va vraiment des toutes petites choses. Par exemple, j'ai étudié en profondeur le symbole de la fleur de lys, qui est un symbole de chasteté chez Spenser, qui devient complètement... qui est complètement questionné chez Carter. Est-ce que vraiment on associe cette fleur de lys blanche à la pureté de la jeune fille, etc. Et en fait, en revenant à Spenser, tout à coup, j'ai réalisé qu'il y avait des scènes où la fleur de lys est présente, mais qui sont des scènes un petit peu érotiques. Donc Spenser, en fait, quelque part, à sa manière, un peu moins que Carter, bien sûr, mais est aussi en train de problématiser ce motif, par exemple. Et puis après, il y a des personnages qui se ressemblent, et puis il y a vraiment des histoires qui sont presque identiques. Et voilà, juste comme exemple, juste le symbole de la fleur de lys. C'est celui qu'on va retenir. Voilà. Alors ça, c'était pour votre thèse de doctorat, mais depuis la fin de ce travail, vous avez fait un petit bout de chemin, puisque vous avez non seulement suivi des études à la HEP pour pouvoir enseigner l'anglais au gymnase, mais vous avez aussi été engagée en tant que première assistante à la section d'anglais, donc ici à l'Université de Lausanne. Et dans le cadre de vos nouvelles recherches qui prolongent en quelque sorte celles entamées dans votre thèse, vous vous intéressez notamment à la question de la réécriture des contes de fées dans la littérature contemporaine pour adolescentes et pour adolescents. Et je me demandais quels sont les autres auteurs, enfin les auteurs auxquels vous vous intéressez. Alors, il y en a plusieurs, effectivement. Mes recherches maintenant de post-doctorat prolongent un peu celles de ma thèse, mais aussi ouvrent à d'autres genres. Donc, effectivement, il y a les réécritures de contes de fées, mais je me dirige aussi un petit peu plus vers la science-fiction, et notamment la dystopie, ainsi que la fantasy, en fait. Mon idée maintenant, un peu, c'est de voir justement comment ces genres de l'imaginaire fonctionnent comme des allégories modernes. Ça, c'est Spenser qui reste avec moi. Et permettent, en fait, voilà, pas juste de présenter des mondes autres et qui permettent de s'extraire un peu de la réalité, mais au contraire d'utiliser ces mondes imaginaires pour réfléchir au monde dans lequel on vit, et spécifiquement pour les adolescents, en fait, de réfléchir à des situations dans lesquelles eux vont se trouver, qui peuvent être problématiques, comment ces textes, en fait, peuvent leur donner un peu d'espoir que c'est possible de se sortir de ces situations. Et donc, si je dois citer quelques auteurs que j'étudie, alors, pour la science-fiction et la dystopie, je me suis concentrée sur ces séries comme Hunger Games et Divergent. Et puis, pour les réécritures de contes de fées, autres qu'Angela Carter, il y a une autrice que j'aime particulièrement, Francesca Lia Bloch, qui réécrit des contes de fées dans un contexte américain contemporain, et spécifiquement pour les adolescents.
Et puis finalement, pour la fantasy, c'est Neil Gaiman, qui est aussi un auteur que j'aime beaucoup. Et lui, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il n'a jamais de genre très précis, donc il va être qualifié d'auteur de fantasy, mais en fait, il y a toujours un peu des contes de fées aussi, et de la littérature gothique. Et il a été inspiré par Carter, donc la continuation est là. Et on va en reparler tout à l'heure, parce que je crois que vous avez apporté un extrait de texte de Gaiman. Et je me demandais, qu'est-ce qui reste des contes de fées dans ces romans, et puis aussi pourquoi est-ce que les auteurs et les autrices font appel à ces contes, alors qu'ils pourraient très bien imaginer des histoires complètement inédites. Alors, je pense que, justement, il y a l'idée que les contes de fées font partie d'un bagage culturel, sont des choses qu'on va nous raconter en tant qu'enfants, font partie de la culture populaire. Effectivement, forcément, quand on dit contes de fées, je fais le test avec mes étudiants et mes étudiantes. Quand je leur dis contes de fées, la réponse, c'est Disney. Voilà, donc ces contes sont présents, sont des choses que les gens connaissent. Et en fait, je pense que la plupart des auteurs et des autrices qui les réécrivent utilisent cette connaissance, en fait, jouent avec. C'est ça qui est intéressant, c'est pour eux, c'est de proposer une version du conte qui est reconnaissable, puis en même temps très différente. Et donc, qui va quelque part surprendre le lecteur. On veut savoir ce qui va se passer, on veut savoir qu'est-ce qui a changé, pourquoi ça a changé, comment ça a changé. Et ça permet donc justement d'adapter des contes à des contextes complètement différents, d'avoir une histoire un peu cadre qu'on connaît, qui est reconnaissable, et en même temps d'en faire quelque chose de nouveau pour faire passer un nouveau message, typiquement pour des adolescents et adolescentes, ou pour des adultes, ça marche aussi, mais voilà, pour des contextes très, très spécifiques. En fait. Et vous diriez que c'est rassurant d'entrer dans une histoire qu'on connaît déjà pour le lecteur ? Oui, c'est rassurant, mais c'est aussi en fait très excitant parce qu'on veut savoir vraiment qu'est-ce qui va changer. Bon, c'est peut-être ma façon à moi de voir les choses, mais à chaque fois que je suis face à une nouvelle réécriture de conte, je me dis alors qu'est-ce qui s'est passé là ? Qu'est-ce qu'il a fait cet auteur ou qu'est-ce qu'elle a fait cette autrice ? Comment ça change encore une fois ? Et vous en découvrez encore ? Oui. Oui. Il y en a beaucoup que je n'ai pas lu, que je me réjouis de lire. Ouais. Et puis, il y a de plus en plus aussi des romans qui commencent à mélanger les contes de fées, en fait, qui réécrivent des histoires, alors là, qui sont un peu, comme vous disiez, des histoires inédites, mais à l'intérieur, on va tout à coup repérer des bouts d'histoire qui sont semblables à certains contes. Ça aussi, c'est très chouette, c'est d'essayer d'identifier les différents contes qui sont mélangés, par exemple. Vous êtes un peu une détective, en fait. Voilà, exactement. Vous parliez tout à l'heure de Disney et d'Hunger Games, et je me demandais si vous vous intéressiez également, par exemple, à des romans graphiques ou aux adaptations cinématographiques qui sont faits de ces contes et de ces romans. Et si c'est le cas, comment est-ce que vous abordez avec vos étudiantes et vos étudiants ces objets ? Et puis, quel est l'intérêt d'étudier ce type d'objet en cours ? Alors oui, je m'y intéresse pour les adaptations cinématographiques et pour Disney spécifiquement. Ce que j'aime bien faire avec les étudiants, c'est justement leur montrer que déjà, c'est pas la version de base, qu'il y en a d'autres avant, que Disney réécrit en fait, adapte, réécrit aussi les contes, et de leur faire réaliser qu'ils sont écrits pour un contexte particulier. Donc aussi de finalement analyser ces films de Disney comme étant des produits d'une époque particulière pour un public particulier, de pouvoir les critiquer aussi, mais voilà, de les étudier comme pas seulement la base un peu des contes de fées, mais comme faisant partie d'une longue tradition, étant un produit d'une époque, d'un contexte, etc., comme d'autres, qui va en influencer, mais qui est aussi influencé par des versions qui viennent avant. Et puis pour les romans graphiques, alors effectivement, il y a une série que j'aime beaucoup et que j'étudie avec mes étudiants, mes étudiantes ici à l'université, qui s'appelle Fables, et qui prend les personnages des contes de fées et les met dans un contexte moderne à New York. Et en fait, les personnages des contes de fées donc ont été chassés de leur monde et doivent vivre en secret à New York, recréant leur propre communauté pour survivre. Et en fait, alors cette BD, en fait, enfin comic book en anglais, je la fais souvent découvrir à mes étudiants. Et en fait, elle est très chouette parce qu'on a à la fois des réécritures des contes qui sont des flashbacks de ce que les personnages ont vécu dans leur monde, et en même temps, les réécritures dans la société moderne de New York. Donc il y a un peu ces deux pans.
Et c'est très intéressant en fait de voir comment non seulement le conte est réécrit dans un monde de contes, mais aussi comment il est réécrit dans un contexte moderne. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça donne, Blanche-Neige à New York? Blanche-Neige à New York, c'est la députée du maire qui gère les opérations de la communauté et qui est divorcée du prince charmant parce que le prince charmant, il a en fait été marié à Cendrillon, à la Belle au bois dormant et à Blanche-Neige. C'est un tombeur. C'est un tombeur, exactement. Et Blanche-Neige, donc députée du maire, travaille avec le shérif, qui est... le shérif, c'est Bigby Wolf, donc c'est le grand méchant loup, en fait, qui est un peu réhabilité en tant que shérif, mais qui garde ses qualités de loup quand même, ce qui lui permet d'être un très bon détective. Et donc au final, Blanche-Neige va être en couple avec le loup-garou et avoir 7 enfants avec lui. Voilà ce que ça donne à New York. En préparant cet entretien, je vous ai demandé si vous étiez d'accord de lire un passage d'un livre que vous aimiez particulièrement et auquel vous vous êtes intéressé dans le cadre de vos recherches, et vous avez accepté. Est-ce que vous voulez nous dire ce que vous avez choisi et surtout pourquoi? Oui. Alors j'ai effectivement choisi un passage d'un roman de Neil Gaiman, Stardust, que j'ai travaillé avec mes étudiants et mes étudiantes le semestre passé. Et en fait, j'ai 2 petits passages que j'aime beaucoup parce que c'est des passages qui, pour moi, montrent très bien la façon de Gaiman de travailler avec différents textes, différents genres, de faire quelque chose de nouveau avec quelque chose de connu, en fait. Donc, les passages que j'ai choisis, c'est dans cette histoire de Stardust. Stardust, c'est un voyage, en fait, d'un jeune homme qui part du village de Wall, qui est situé en Angleterre. Le village est imaginaire, mais on voit bien que c'est le monde réel. Et qui traverse le mur, justement, qui sépare ce village d'un monde féerique qui s'appelle Fairy. Et il va, en fait, traverser ce mur parce qu'il est à la recherche d'une étoile qui est tombée pour son amoureuse. C'est un peu la condition pour qu'il puisse l'épouser. Il doit ramener l'étoile qui est tombée à son amoureuse. Bon, là, je vais révéler un petit bout. Il va réaliser, en fait, que l'étoile n'est pas du tout juste un bout voilà, une météorite ou un bout de rock, je trouve plus mes mots en français, voilà. Pierre, merci. Qui, voilà, il pense que c'est ça, mais en fait, il se retrouve face à une jeune femme. Et donc, il va complètement évoluer en tant qu'individu parce que toutes ces idées reçues sur l'étoile, sur le monde de Féerie, en fait, sont questionnées au fur et à mesure de sa quête. Et quand il revient, il est un homme transformé. Donc là, on voit vraiment la quest fantasy, en fait. Donc, il part en quête de quelque chose, mais finalement, ce qu'il trouve, c'est lui-même grandi, en fait. Et donc, le passage que j'ai choisi, c'est un de ces moments où il réalise que les choses qu'il connaît du monde réel ont une portée complètement différente dans Fairy. Et il rencontre un petit homme qui va l'aider dans sa quête et qui lui dit qu'il faut qu'il se souvienne de la comptine, de la nursery rhyme, How many miles to Babylon? Et alors nous, en tant que francophones, on ne la connaît pas forcément, mais c'est des petites comptines qui sont racontées beaucoup aux enfants, que les enfants anglais vont mémoriser. Et donc le héros du livre réalise que cette comptine qui justement dans le monde réel est juste une comptine, en fait a un pouvoir particulier à Fairy parce qu'elle donne une indication sur comment voyager rapidement. Voilà, je peux peut-être lire directement. Donc, le héros du livre, qui s'appelle Tristran, a donc rencontré un petit compagnon de route, The Little Hairy Man. Il n'a pas de nom, il s'appelle juste The Little Hairy Man, qui lui dit qu'il faut donc qu'il se souvienne de cette comptine How many miles to Babylon. Et donc, Tristran commence par la réciter. How many miles to Babylon, recited Tristran to himself as they walked through the grey wood. 70 miles and 10. Can I get there by candlelight? There and back again. Yes, if your feet are nimble and light, you can get there by candlelight. That's the one, said the little hairy man, his head questing from side to side as if he were preoccupied or a little nervous. It's only a nursery rhyme, said Tristran. Only a nursery? Bless me, there's some on this side of the wall would give 7 years' hard toil for that little cantrip. And back where you come from, you mutter to babes alongside of a rockabye baby or a rub-a-dub-dub without a second thought.
Donc ça c'est le premier extrait. Là, on voit vraiment bien la portée de cette comptine, en fait, dans le monde de Fairy. Et en fait, Gaiman ici utilise un processus un peu similaire à Carter, c'est qu'il va littéraliser en fait une métaphore. La comptine, en fait, dans le monde réel, en fait, la question « Can I get there by candlelight ?» c'est pour demander si on peut y arriver avant la tombée de la nuit, avant qu'on ait besoin d'allumer les bougies. Donc voilà, c'est une image, une métaphore. Mais dans Fairy, en fait, on peut voyager en utilisant une bougie. Et cette bougie, en fait, elle est un peu l'équivalent des bottes de 7 lieues qu'on trouve chez Perrault, par exemple. C'est-à-dire qu'en un pas, on va faire parcourir énormément de distance. Et donc, j'aime beaucoup la réaction du Little Harry Man qui dit « Ah, mais non, c'est pas juste une nursery rhyme ». Et quelque part aussi, je pense que là, il y a un petit clin d'œil de Gaiman pour montrer le pouvoir des histoires aussi. C'est pas juste des comptines, c'est pas juste des contes de fées, c'est pas juste de la fantaisie. Il y a un pouvoir à connaître ces histoires, à y réfléchir. Voilà, ça c'est un petit peu la métafiction de Gaiman. Et donc, effectivement, plus tard, le petit The Little Harry Man va allumer la bougie pour... il va lui donner déjà une bougie particulière et il va allumer la bougie pour Tristram qui va pouvoir trouver son étoile comme ça, en fait. Donc, peut-être je lis aussi ce petit bout. The little Harry Man passed a hand over the candle, which lit with a flame yellow above and blue below. There was a gust of wind, but the flame did not flicker even the slightest bit. Tristram took the candle in his hand, and he began to walk forward. The candlelight illuminated the world, every tree and bush and blade of grass. With Tristram's next step, he was standing beside a lake, and the candlelight shone brightly on the water. And then he was walking through the mountains, through lonely crags, where the candlelight was reflected in the eyes of the creatures of the high snows. And then he was walking through the clouds, which, while not entirely substantial, still supported his weight in comfort. And then, holding tightly to his candle, he was underground, and the candlelight glinted back at him from the wet cave walls. Now he was in the mountains once more, and then he was on a road through wild forest, and he glimpsed a chariot being pulled by 2 goats being driven by a woman in a red dress, who looked, for the glimpse he got of her, the way Boadicea was drawn in his history books. And another step, and he was in a leafy glen, and he could hear the chuckle of water as it splashed and sung its way into a small brook. He took another step, but he was still in the glen. Et c'est là qu'il va trouver son étoile, en fait, in the glen. Moi, j'aime beaucoup ce passage parce qu'en fait, c'est une condensation de tous les endroits normalement décrits dans les quest narratives de fantasy. Si on prend le Seigneur des Anneaux, forcément qui est un peu la référence, voilà, il faut voyager à travers des paysages qui sont complètement différents, les montagnes... Donc, être sur les montagnes, sous les montagnes, voilà, traverser des endroits où il y a des lacs, des forêts, etc. Et en fait, là, en une page, Gaiman raconte toute la quest fantasy. Donc, il réutilise ces motifs, puis en même temps, pour lui, ce qui est important, c'est pas forcément le voyage, là, parce qu'il le fait avec la bougie, très rapidement, mais c'est qu'est-ce qu'il va trouver à la fin. Et c'est donc le but de sa quête, il trouve l'étoile, mais c'est pas la fin de sa quête, parce que l'étoile est une jeune femme, et il va devoir voilà, interagir avec elle et grandir à son contact. Et donc vous disiez que vous le lisiez avec vos étudiants et vos étudiantes, et est-ce que vous pensez que ça pourrait plaire à un public plus jeune, par exemple ? Oui, moi je pense tout à fait. Ce livre, il est très abordable. Il est facile à lire. Il y a un film aussi, une adaptation cinématographique qui est très différente. Donc ça aussi, c'est très intéressant de voir pourquoi. Qu'est-ce qui a été changé pour en faire un film, en fait. Gaiman lui-même dit que Stardust, c'est
pensé et écrit comme un roman et comme quelque chose à lire, pas quelque chose à voir. Et il a accepté que ce soit filmé, mais il n'a pas voulu écrire le script, par exemple, lui-même. Donc il y a beaucoup de changements, mais ça c'est très intéressant à étudier aussi avec les étudiants. Mais pour revenir au texte, il est très abordable. La langue n'est pas très difficile, mais en fait il est très dense. Il y a énormément de choses. Si on veut aller chercher les références, les passages, la métafiction, les réflexions sur le monde, il y a énormément, mais il y a aussi beaucoup. Le personnage de Tristram, je pense qu'il est très intéressant pour des adolescents, par exemple, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est en quête de lui-même, en quête de savoir d'où il vient. Et là, on retrouve un peu ce motif qu'il y a dans la littérature adolescente de comment on grandit dans le monde, en fait. Donc il y a une possibilité d'identification assez forte. Tout à fait. Et je crois que c'est aussi le cas pour les textes de Francesca Elia Bloch, dont vous avez parlé tout à l'heure. Oui. Vous avez donné début septembre une formation continue qui est destinée aux enseignants et aux enseignantes d'anglais du secondaire. Et à cette occasion, vous allez justement vous intéresser au travail de Bloch, qui est donc une autrice américaine connue pour ses contes de fées contemporains, enfin la réécriture, ouais, c'est ça. Puisqu'elle retravaille des contes classiques, Blanche-Neige, Le Petit Chaperon Rouge, Cendrillon, qu'elle transpose dans le contexte de l'Amérique des années 2000. Et je me demandais si vous pouviez nous en dire un peu plus. Bien sûr. Alors effectivement, donc Francesca Elia Bloch, là c'est pas un roman, c'est effectivement un recueil de nouvelles. Chaque nouvelle réécrit un conte de fées. On voit en fait, un peu comme chez Angela Carter en fait aussi, l'idée d'utiliser la nouvelle, the short story en anglais, comme pendant au conte, qui est très souvent petit, court, mais d'en faire quelque chose de nouveau. C'est le contexte de la short story. Ça commence pas forcément par Il était une fois, ça finit pas par Ils vécurent heureux, mais c'est un peu un extrait de la vie des adolescentes qui sont représentées dans ces contes. Et justement, alors Francesca Elia Bloch, elle a beaucoup des héroïnes, des jeunes femmes comme héroïnes. Ces contes sont féministes aussi, effectivement. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'à la fois, là, des héroïnes qui sont très fortes, qui peuvent... qui sont très indépendantes, mais il y en a aussi qui ont plus de problèmes à devenir indépendantes, qui sont coincées un peu dans leur situation difficile. Elle aborde des thèmes très durs aussi, des abus sexuels, l'usage de la drogue par exemple. La Belle au bois dormant est une junkie en fait. Elle joue avec l'idée de l'aiguille du fuseau qui devient une aiguille d'une seringue en fait. Qu'est-ce qui se passe quand est-ce qu'on peut transposer un fuseau dans le contexte américain des années 2000 ? Non, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme aiguille ? Et là on voit qu'elle joue avec ce motif-là. Donc il y a des thèmes très durs, il y a des héroïnes qui vont s'en sortir seules, il y a des héroïnes qui vont avoir besoin d'aide, et il y a des réécritures de contes beaucoup plus soft aussi. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça Bloch, du coup, propose un panorama de situations différentes pour les adolescentes. De nouveau, là, c'est très... On voit très bien à quel point elle utilise le conte qu'on connaît pour aborder un sujet difficile. Là, en fait, alors comme je disais tout à l'heure, il y a un peu... il y a la surprise. On va se demander justement qu'est-ce qui se passe avec le fuseau. Voilà. Mais il y a aussi, en fait, le fait que le conte crée un espace dans lequel on se sent en sécurité. C'est une histoire qu'on connaît, c'est une histoire. Oui, c'est situé dans l'Amérique des années 2000, mais il y a très peu de références à des lieux ou des dates, ça reste quand même un peu, ça pourrait être n'importe quel temps. Donc, en fait, ça permet de créer un espace assez rassurant pour pouvoir aborder ces thèmes très difficiles. Et puis surtout, après, ce que Bloch fait aussi, c'est d'utiliser le conte et son happy ending. Alors justement, comme j'ai dit, ça finit pas en « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », mais ça finit souvent sur une note d'espoir, il y a une possibilité de se sortir de ces situations très difficiles. La Belle au bois dormant, par exemple, il y a la figure de la fée marraine qui intervient dans l'histoire, mais qui la sauve d'une certaine manière parce qu'elle lui offre
sa maison comme un espace où elle peut dormir et récupérer de son addiction à la drogue, mais elle lui dit que tant qu'elle aura besoin, elle va lui procurer la drogue qu'il lui faut. Donc il y a vraiment et que ce sera l'héroïne elle-même qui arrêtera quand elle voudra. Ce qu'elle fait dans l'histoire. Donc il y a cette note d'espoir que c'est possible de s'en sortir avec l'aide qu'il faut. Et ça finit sur ces 2 femmes qui habitent ensemble dans cette maison et on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais il y a à la fin, l'héroïne qui est toujours un peu dans des rêves un peu bizarres voit un bois de roses s'ouvrir. Voilà, donc il y a une ouverture vers une note d'espoir. Et puis après, il y a des réécritures comme Cendrillon qui sont un petit peu moins flagrantes. Mais moi, je l'aime beaucoup, la Cendrillon de Bloch aussi, parce que ça thématise un peu le problème qu'on voit des fois dans les contes, enfin dans les versions de Cendrillon, où soit Cendrillon, c'est la servante qui fait tout le travail domestique, soit c'est la princesse à la fin qui, du coup, fait plus rien, ne travaille plus. Et Bloch cherche un peu à se dire mais comment est-ce qu'on pourrait valoriser un travail domestique que maintenant dans la société la plupart des femmes doivent faire en fait. Et donc elle présente une Cendrillon qui aime cuisiner, qui aime faire le ménage parce qu'elle imagine les histoires des objets qu'elle est en train de dépoussiérer par exemple. Et puis les plats qu'elle cuisine ils sont très originaux, donc c'est pas juste faire la cuisine pour peut-être un peu tous les jours, mais c'est lui redonner un sens et donc là c'est peut-être un petit peu moins Cendrillon a moins de problèmes que La Belle au bois dormant, par exemple, chez Bloch. Mais c'est de réfléchir à ce qu'on fait de ces contes maintenant. Comment on leur redonne du sens, comment on les réutilise pour un contexte moderne. Voilà. Et donc ces contes abordent des sujets quand même assez délicats, comme vous le mentionniez. Vous les aborderiez tous en classe ? Alors, à l'université, oui, je le fais. La Belle au bois dormant, je la travaille avec mes étudiants et mes étudiantes, oui. Bon, je préviens un peu au début du cours qu'il y a des sujets qui vont être, qui peuvent être difficiles, qui peuvent être perturbants et qu'ils sont libres de le dire, qu'ils sont libres de venir me voir aussi s'ils ont besoin. Au gymnase, j'hésiterais quand même un petit peu. Effectivement, ça dépend. Je pense que ça dépendrait de la relation que j'ai avec la classe. Au gymnase aussi, c'est possible de savoir un peu plus les histoires des étudiants qu'on a et des étudiantes qu'on a face à nous. Donc, je crois que je réfléchirais. Parce que ce que je trouve difficile, en fait, c'est oui, l'histoire donne un espace qui est sûr et qui est rassurant, mais quand même, c'est pas pareil de lire ça pour soi ou de le lire en classe avec les amis, les copains, les copines, le prof et de devoir vraiment l'étudier. Donc, je crois que c'est vrai que... c'est une question que je me pose, en fait. C'est à quel point est-ce qu'on peut amener des textes qui abordent ces sujets très difficiles dans la classe. En même temps, ça peut aussi donner une ouverture à certains élèves qui peuvent être en difficulté. Mais c'est vrai que je réfléchirais beaucoup à comment les faire. Mais c'est d'ailleurs une question que j'aimerais bien aborder avec les enseignants et enseignantes du secondaire pendant la formation continue. Je crois que je vais leur demander eux ce qu'ils en pensent. Ça me paraît être une bonne idée. Et je rebondis sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure et sur le fait que tous ces contes ne commencent pas tous par « Il était une fois » et surtout ne se terminent pas tous par « Ils vécurent heureux ». Qu'est-ce que ces fins qui sont finalement beaucoup plus ouvertes que celles qu'on trouve chez Perrault, par exemple, permettent selon vous ? Alors justement, moi j'aime beaucoup ces ouvertures dans ces réécritures de contes qui ne se terminent pas comme ça. Très souvent, ils se terminent sur... c'est des fins vraiment ouvertes. Et j'aime bien ça parce qu'en fait, ça donne à la fois l'envie aux lecteurs de réécrire leurs propres histoires aussi, de repenser à ce qu'ils ont... ce qui a été présenté dans ces contes, en fait, de réfléchir à ces réécritures, de peut-être vouloir en réécrire d'autres ou aller en découvrir d'autres. Et je pense que ça, c'est un point principal de ces réécritures maintenant, de ces textes maintenant, c'est cette ouverture, garder cette ouverture vers d'autres réimaginations, d'autres recontextualisations, d'autres relectures et re-raconter. J'aime vraiment ce petit mot de refaire, de re-raconter, de réinterpréter. Et en fait, c'est pour ça que les contes sont toujours intéressants maintenant. C'est pas juste parce que c'est des vieilles histoires, mais parce qu'on peut en faire des nouvelles. Merci à Marie-Émilie Valls, première assistante à la section d'anglais de l'UNIL pour sa disponibilité et merci à vous d'avoir écouté cet entretien. On se retrouve bientôt pour un prochain podcast avec un chercheur ou une chercheuse de la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne. Salut!